Le détroit d'Ormuz qui coupe un tiers des engrais mondiaux suite à son ouverture. Pour l'Afrique, en pleine période de semis, le risque d'une crise alimentaire en 2026-2027 est désormais tangible. Une chaîne de conséquences occultes. Le continent africain se retrouve face à une rupture d'approvisionnement en intrants agricoles dont les effets se mesureront à l'automne prochain. Pour savoir plus, nous aurons un entretien tout de suite. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Imam Khalil, qui est professeur d'économie. Dr Imam Khalil, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci bien. Tout d'abord, docteur Imam Khalil, en fait, nous parlons depuis quelque temps du détroit d'Ormuz et la fermeture stratégique du détroit d'Ormuz. Que constitue le détroit d'Ormuz pour le commerce international, surtout en ce qui concerne l'énergie? Écoutez, le détroit d'Ormuz est un passage très important en termes à l'échelle mondiale, car les plupart de exportations d'énergie, de pétrole, soit de pétrole, soit de gaz naturel, passent par ce détroit. Il faut savoir que par jour, entre 15 millions de barils et 20 millions de barils passent par ce passage pour nourrir les autres pays en Europe et en Afrique. Et la fermeture de cette détroit et impact très très négatif sur l'économie mondiale. Elle peut facilement affecter la croissance mondiale de 1,5% jusqu'à maintenant, l'estimation. Et bien sûr, ça va entraîner beaucoup de problèmes économiques pour beaucoup de pays, surtout en termes d'inflation, explosion de prix de produits premiers et de produits agricoles. C'est pourquoi il y a beaucoup d'efforts de certains pays de faire le maximum pour éviter la fermeture de détroit. Quel est l'impact de cette déstabilisation en matière d'engrais et d'approvisionnement en engrais sur l'Afrique? Écoutez, l'Afrique est un continent de vendre beaucoup d'énergie, soit le pétrole, le gaz naturel, car il n'y a pas beaucoup de pays qui produisent ce type d'énergie. Il y a certains qui produisent le gaz naturel comme l'Algérie, il y a des autres comme Nigeria qui produisent le pétrole, mais que reste des pays, ils sont des pays importateurs d'énergie. Et cette fermeture va augmenter facilement, bien sûr, le prix d'énergie locale, qui amène à une inflation très très forte, hausse du prix de tous les produits en Afrique. Il y a des estimations entre 10 et 15% d'augmentation d'inflation. Et aussi, ça va faire des baisses de production alimentaire parce que les plupart d'agricoles en Afrique dépendent d'énergie et quand il n'y a pas assez d'énergie, bien sûr, ça va faire grande baisse de production agricole. Oui, et en fait, quels sont les pays africains les plus vulnérables, à votre avis, ou qui seront le plus impactés par ces crises? Il y a certains pays, par exemple, un pays comme l'Éthiopie, qui dépend complètement 100% d'énergie importée, soit du gaz, soit du pétrole. Et il y a ici, malheureusement, notre pays, l'Égypte, qui peut être affecté de façon très importante, malheureusement, par le manque de gaz naturel et de pétrole. Mais quand même, en Égypte, il y a des alternatives qui étaient prises par l'État égyptien afin de lutter contre cette coupure temporaire. Aussi, si vous voulez, on peut parler un peu sur cette alternative.
En Afrique, il y a déjà une crise ou disons une insécurité alimentaire. À votre avis, est-ce que cette guerre est susceptible d'aggraver cette insécurité? Bien sûr, déjà, il y a 280 millions, selon l'estimation du FAO, 280 millions d'habitants en Afrique qui souffrent d'insécurité alimentaire et cette action dans la fermeture de droits d'Hormuz peut augmenter le nombre de personnes qui face d'insécurité alimentaire de 80 millions au moyen, en plus de 280. Donc, bien sûr, il y a un impact grave sur la pauvreté en Afrique. Ça va aggraver le problème de pauvreté. Et voilà. À votre avis, est-ce que ceci aussi pourrait impacter la stabilité sécuritaire d'une manière générale en Afrique, puisque le terrorisme et les conflits internes aussi constituent une part des défis qui s'opposent au continent africain? Est-ce que cette guerre et son impact en matière d'énergie et d'engrais et le côté économique d'une manière générale pourraient dégénérer en problématiques sécuritaires? Écoutez, cette guerre actuelle peut amener toutes les zones de Moyen-Orient et l'Afrique malheureusement pour une troisième guerre mondiale, on n'espère pas. Mais si ça va continuer pendant longtemps, peut-être il y a des effets encore très négatifs. L'insécurité en Afrique va malheureusement élargir. Il y a certains troupes terroristes dans certains pays africains vont activer pour profiter de cette situation fragile de sécurité. On espère que certains pays peuvent calmer la guerre entre les trois pays actuels. L'Égypte est un pays africain et en même temps un pays du Proche-Orient. Comment peut-on évaluer la situation de l'Égypte face à ces défis? Écoutez, en termes économiques, bien sûr, l'Égypte est affectée par le passage du canal de Suez qui présente une ressource de devises étrangères important pour notre économie, et aussi affectée par les manques de gaz naturel qui est utilisé pour l'électricité, pour l'expansion de production, surtout agricole, dans le nouveau dans le nouveau delta égyptien. Et il est aussi affecté par l'insécurité dans ces zones. Mais malgré tout ça, il y a des alternatives très importantes qui étaient prises par l'État, comme par exemple diminuer les heures de travail de plupart d'établissements, surtout de magasins, tout pour la fermeture d'univers, le week-end de ces 10 heures. Et aussi, il y a certaines alternatives, je le trouve important, aussi pour travailler à distance, pour éviter les déplacements et éviter le coût de transport. Je crois et je crains pas beaucoup sur notre économie parce que notre économie, maintenant, il y a de variétés dans notre économie qui va ensemble faire face de ce problème grave actuel. Est-ce qu'on peut dire que le monde entier est face ou craint ou est au seuil d'une récession économique à l'instar de celle de 2008? Écoutez, si ça va continuer, bien sûr, l'inflation et le hausse du prix de produits nécessaires peut ramener, si il dure assez longtemps, peut amener l'économie mondiale à une récession, mais ce n'est pas le cas tout de suite, mais ça va continuer. Si les autres pays n'ont pas des autres alternatives pour lutter contre le problème, le monde peut souffrir de récession économique assez longue, assez grave, comme la crise de l'année 48. Est-ce que cette crise concernant l'énergie pourrait inciter plus l'Afrique
à s'orienter vers l'énergie propre? Ça, c'est très important comme question parce que déjà, il y a des efforts par certains pays africains pour aller vers l'utilisation d'énergie renouvelable, surtout l'Égypte qui présente un exemple très important pour utiliser l'énergie solaire, l'énergie aérienne même les nouvelles technologies d'hydrogène. Et bien sûr, ça va vraiment diminuer les conséquences négatives de ce problème. Docteur Imam Khalil, vous êtes professeur d'économie et professeur à l'Institut national de planification. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que les instructeurs militaires américains stationnés au Nigeria utilisent désormais des drones MQ-9 Reaper pour des missions de reconnaissance et de renseignement. Shamsenemi. Les instructeurs militaires américains stationnés au Nigeria utilisent désormais des drones MQ-9 Reaper pour des missions de reconnaissance et de renseignement. C'est ce qu'ont affirmé et confirmé les armées nigérianes et américaines. Basés dans l'état de Bauchi, ces drones sont opérés par un contingent d'environ 200 militaires américains chargés de former leurs homologues nigérians. Depuis 2009, le Nigeria fait face à une insurrection de militants dans le nord-est du pays, ainsi qu'à la menace croissante des bandits, des groupes armés actifs dans le nord-ouest et le centre-nord. Le porte-parole de l'état-major nigérian a précisé que les MQ-9, bien que capables de frapper avec des missiles, sont pour l'instant utilisés uniquement à des fins de renseignement. Le porte-parole du commandement américain en Afrique, AFRICOM, a ajouté qu'une cellule mixte américano-nigériane analyse en temps réel les données recueillies par ces drones en les croisant avec d'autres sources de renseignement. Ce déploiement intervient après la fermeture en septembre 2024 de la base américaine d'Agadez au Niger, suite à la demande de la junte arrivée au pouvoir par un coup d'État en juillet 2023. Les États-Unis avaient dû quitter ce site clé, utilisé depuis des années pour des opérations de surveillance et de lutte antiterroriste dans la région du Sahel. Alors que la guerre en Iran percute l'économie mondiale, le Kenya craint pour ses exportations, en particulier de thé et de viande, largement tournées vers le Moyen-Orient. Shamsenemi nous en dit plus. Alors que la guerre en Iran percute l'économie mondiale, en Afrique, le Kenya en ressent particulièrement les effets. Loin d'être uniquement son fournisseur de pétrole, le Moyen-Orient est aussi l'un de ses principaux marchés, ainsi qu'un hub stratégique par lequel transitent nombre de ses exportations. Premier secteur concerné, le thé, dont le Kenya est le troisième producteur mondial. La hausse des coûts de transport et les perturbations des voies d'approvisionnement pourraient menacer 700 000 petits producteurs. Historiquement, l'Iran est l'un des plus importants acheteurs de thé kényan, mais celui-ci est interdit dans le pays depuis 2024 à la suite d'un scandale de fraude. Dans la région toutefois, les Émirats arabes unis, le Yémen et Oman font également partie des 10 plus gros importateurs de thé kényan. Dubaï, en particulier, est une plateforme de distribution où est mélangé le thé, exporté ensuite vers d'autres pays du Moyen-Orient. Autre plaque tournante, le port de Salalah à Oman, fermé depuis que des frappes de drones ont incendié ses réservoirs de carburant le 11 mars, le port est le centre névralgique des exportations de thé. C'est de là que le thé est expédié vers l'Iran, l'Égypte, le Pakistan, les Émirats arabes unis, la Russie et même la Grande-Bretagne. Sa fermeture pénalise fortement le pays.
Depuis, le thé est bloqué dans le port de Mombasa et les autorités portuaires ont déjà demandé à la Kenya Tea Development Agency de ne plus acheminer de conteneurs. L'agence, qui rassemble plus de 600 000 petits producteurs, pourrait être forcée d'interrompre sa production alors que les entrepôts sont déjà pratiquement remplis en cette période de pluie où la production bat son plein. Fin de cette édition d'Autour du monde. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.